3, 2, 1, décollage. Au moment exact où le bouton rouge fut enfoncé, le bâtiment du laboratoire qui abritait la machine à remonter le temps se mit à trembler, poussa un grondement comme s'il venait de recevoir un coup en plein ventre, puis disparut en un instant dans une lumière éblouissante. L'énergie colossale accumulée pour repousser dans le passé cette machine à remonter le temps, chargée du poids de 13,8 milliards d'années, jaillit alors vers l'extérieur, brûlant et déchirant tout ce qui se trouvait sur sa trajectoire. Alors, au milieu du fracas de l'explosion, on croirait entendre résonner une voix pareille à un coup de tonnerre. Ne va pas à l'encontre des lois de la physique. Bonjour à tous! Bien sûr, ce n'est même pas de la science-fiction, c'est de la pure fantaisie. Pourtant, dans cette scène, il y a un seul élément réaliste. C'est cette voix. Plus exactement, ce sont ces mots. Ne va pas à l'encontre des lois de la physique. Alors, est-il impossible de sauter du futur vers le passé? Absolument impossible? Il est vrai qu'il ne semble pas y avoir de voyageurs du temps parmi vos amis, puisqu'en essayant de venir à votre rencontre, ils y ont laissé la vie. Cela vous paraît évident? Qu'il est impossible d'aller du futur vers le passé? Pas du tout. Cette question est loin d'être simple. Bienvenue sur Perduchan. À partir de maintenant, examinons tout cela pas à pas. Probabilité de sauver Giordano Bruno. Si l'on considère la physique de manière formelle, ce n'est pas le temps lui-même qui pose problème. Dans les équations fondamentales, il n'existe pas de flèche du temps, aucune instruction disant « avance », ni interdiction disant « ne reviens pas en arrière ». Même si l'on remplace le temps dans les équations par un temps négatif, la plupart des lois fondamentales continuent de s'appliquer comme si de rien n'était. Une balle roule tout aussi correctement vers la gauche que vers la droite. Les atomes peuvent absorber de l'énergie, comme ils peuvent ensuite la restituer. Et si l'on en croit les formules, même les processus quantiques n'intègrent pas une direction de temps prédéterminée. De cela, une conclusion simple s'est longtemps imposée. Au niveau fondamental, le temps tel que nous le percevons n'existe pas. Ce qui existe, c'est uniquement la symétrie. La flèche du temps n'apparaît que lorsque les systèmes deviennent vastes, complexes, et se mettent à se comporter de manière statistique. Nous voyons une tasse se briser, mais jamais se recomposer spontanément dans sa forme d'origine. Nous nous souvenons du passé, mais jamais du futur. La conclusion simple qui en a été tirée est la suivante. La cause ne réside pas dans les lois de la nature, mais dans l'entropie. Elle réside dans la probabilité. L'ordre est fragile, le désordre est stable. Cependant, une minuscule faille subsistait. Portez votre attention sur le mot « probabilité ». Cela signifie que la viande hachée passée au hachoir pourrait, en théorie, redevenir le morceau de poitrine du pauvre bœuf dont elle provient. La probabilité est infime, mais elle n'est pas nulle. Dans ce cas, il serait même possible de se rendre le 17 février 1600 sur la place Campo dei Fiori à Rome, de mitrailler les inquisiteurs avec un fusil de 5,56 mm type 20 et de sauver Giordano Bruno du bûcher. Ou bien est-ce impossible? Réfléchissons encore un peu. Est-il possible, sans aucun subterfuge, de fonder légalement une association pour sauver Giordano Bruno? Ou bien est-ce impossible? Le temps ne possède une direction qu'au niveau macroscopique, alors cela devient possible. Créons une organisation et lançons une collecte de fonds. En revanche, si la flèche du temps existe déjà dans le monde microscopique, alors, Monsieur Giordano, c'est bien regrettable, mais c'est de votre propre faute. Vous n'auriez pas dû vous quereller avec l'Inquisition du XVIe siècle. Où se referme la faille? La physique classique a longtemps laissé subsister un espoir. Si l'interdiction de remonter le temps n'est pas une loi stricte, mais repose sur des probabilités, alors, formellement, une faille existe. La probabilité est extrêmement faible, mais elle n'est pas nulle. Dans ce cas, on peut aussi imaginer des fluctuations rarissimes ou des coïncidences presque impossibles. Cette logique repose sur une hypothèse importante. Autrement dit, le monde fondamental est en principe réversible, mais nous sommes simplement incapables de le ramener exactement à son état initial. C'est précisément ici que la mécanique quantique entre en jeu.
Dans un monde quantique, l'état d'un système avant toute mesure est totalement différent de ce que nous imaginions habituellement. Avant d'être mesurée, une particule ne se trouve dans aucun état déterminé. Elle est dans un état de superposition, où plusieurs états possibles coexistent simultanément. Il ne s'agit pas d'états potentiels, mais bien d'une réalité physique. Autrement dit, tant que la mesure n'a pas lieu, il est impossible de déterminer où se trouve la particule, ni quelle quantité de mouvement ou quelle énergie elle possède. Ces propriétés ne prennent pas de valeur fixe. C'est l'ensemble de ces possibilités, avec leurs probabilités, qui existent réellement. La mesure change radicalement cette situation. Au moment de la mesure, le système est contraint de choisir, et l'état de superposition s'effondre. Au lieu de multiples états possibles, un seul état concret subsiste. Et il ne s'agit pas simplement de confirmer un fait déjà existant. C'est un processus physique qui crée un nouvel état du monde. Et c'est précisément ici que surgit le premier problème, véritablement fondamental. Au niveau des équations, l'évolution quantique est réversible, mais dans les mesures réelles, le système s'intrique rapidement avec son environnement et perd sa cohérence. Formellement, pour inverser le processus, il faudrait contrôler les innombrables degrés de liberté de l'environnement. Or, cela est pratiquement impossible. Il existe une autre prémisse encore plus stricte. C'est que cette inversion est, en réalité, impossible en soi. Ce n'est pas que nous ignorions la méthode, c'est que cet état n'existe déjà plus. Le simple fait d'obtenir de l'information détruit cet état. Toutefois, l'information sur l'état passé ne disparaît pas pour autant. Elle se disperse dans l'environnement. Une partie subsiste sous forme de photons, une autre sous forme de fluctuations thermiques, une autre encore sous forme de corrélation quantique avec d'autres particules. Comme si le monde gardait la mémoire de ce qui a été mesuré. D'une certaine manière, cela ressemble à un système distribué. À l'image d'une blockchain, lorsqu'un nouveau bloc apparaît, son information est immédiatement répercutée dans l'ensemble du réseau. Il est impossible de réécrire le passé. Car pour cela, il faudrait modifier simultanément l'état de tous les nœuds. Il se produit quelque chose de similaire lors d'une mesure quantique. L'événement lui-même s'inscrit dans le monde environnant, dans les photons, les fluctuations et les corrélations quantiques. Et pour l'annuler, il faudrait ramener l'univers entier à son état antérieur. Or, cette structure est déjà dispersée à travers l'univers, et aucun fragment n'en contient l'ensemble. On comprend alors pourquoi l'idée selon laquelle la probabilité est extrêmement faible mais non nulle cesse de s'appliquer ici. Pour reconstruire le passé, il faudrait restaurer entièrement cette information. Pour cela, il serait nécessaire d'effectuer de nouvelles mesures, mais la mesure elle-même constitue une interaction physique. Dans le monde quantique, il n'existe pas d'observation passive. L'acte même de chercher à savoir modifie inévitablement le système. De plus, un conflit d'échelle apparaît ici. L'information sur le passé est inscrite dans des structures quantiques extrêmement fragiles et instables. Or, la mesure elle-même est trop brutale pour ces structures. C'est comme essayer de trouver la minuscule vis d'une montre suisse avec une hache. Autrement dit, avant même d'avoir une chance de réparer la montre, l'outil lui-même la détruit. Ainsi, le passé cesse d'être un état de faible probabilité. Il cesse simplement d'exister en tant qu'état. La probabilité n'a de sens que lorsqu'il est question des configurations possibles d'un système. Mais après une mesure quantique, le passé ne fait plus partie de ces configurations possibles. Répétons-le une fois encore. L'information ne disparaît pas. C'est comme si elle perdait son adresse. Elle se disperse en une multitude de traces et de corrélations, au point qu'il devient impossible de la ramener à sa forme initiale. Ainsi, la flèche du temps n'est plus une simple habitude statistique du monde microscopique. Elle apparaît comme le résultat direct des processus quantiques. Elle naît au moment où le monde effectue un choix qu'il devient ensuite impossible d'annuler. Le voyageur temporel comme erreur physique. Jusqu'à ce point, tout pouvait être ramené à un problème technique. L'énergie manquait, la précision nécessaire faisait défaut, et les calculs étaient d'une complexité extrême. Le voyage dans le temps semblait n'être qu'une question de progrès. Pourtant, le véritable problème ne réside pas dans la machine. Il réside dans le voyageur lui-même. Tout objet venant du futur vers le passé apporte avec lui des informations sur le futur. Il ne s'agit que d'informations physiques tout à fait ordinaires. Sa mémoire, la structure de son corps, sa composition chimique,
L'état de ces atomes, tout cela est le résultat d'événements qui, du point de vue du passé, ne se sont pas encore produits. Du point de vue de la physique, un tel objet n'est pas compatible avec le passé. Il transporte des informations qui ne s'insèrent pas dans la structure d'un monde déjà déterminé. Il ne s'agit ni d'un paradoxe logique, ni du résumé d'un roman de science-fiction. Le problème est une collision au niveau de l'information. Lorsqu'un voyageur temporel arrive dans le passé, il commence inévitablement à interagir avec l'environnement qui l'entoure. Et toute interaction est une mesure. L'existence même du voyageur devient un appareil de mesure grossier qui perturbe les structures quantiques fragiles du passé. En conséquence, le problème ne se résout pas par un paradoxe, mais de manière bien plus simple. Un système ne peut pas intégrer un objet porteur d'informations concernant des événements absents de son histoire. C'est pour cette raison que le voyage vers le passé est physiquement impossible, et non seulement techniquement irréalisable. Mais supposons que, par miracle, le voyageur parvienne à atteindre le passé sans provoquer ni explosion, ni annihilation. Dès qu'il se matérialise dans le passé, il interagit immédiatement avec l'environnement. Un phénomène que les physiciens appellent la décohérence globale se produit. Vous commencez à vous intriquer avec les molécules de l'air, les photons et le champ gravitationnel de la Terre. Mais c'est là que survient une catastrophe majeure. Dans le registre quantique du passé, il n'existe aucun emplacement libre pour inscrire votre information. Vous essayez d'insérer un bloc de données venu du futur dans une blockchain du passé, déjà close et déterminée. Pour que vous existiez en l'an 1600, l'univers devrait instantanément recalculer les relations entre toutes les particules afin de justifier logiquement votre apparition. Et cela nécessiterait une énergie comparable à celle d'un nouveau Big Bang. En fin de compte, le système résout le conflit de la manière la plus économique. Au lieu de réécrire l'histoire pour vous, il vous transforme en bruit thermique. Votre structure complexe, qu'il s'agisse de votre corps, de vos pensées ou même de la machine à remonter le temps, s'effondre en un instant. Mais cela ne résulte pas d'une explosion. C'est la conséquence de la perte des corrélations quantiques. L'information vous concernant ne disparaît pas, mais se disperse instantanément dans les molécules de l'air et du sol, devenant un bruit dépourvu de sens. Vous cessez d'exister en tant qu'entité physique unifiée, car la réalité ne peut pas vous admettre comme réelle. Le tournant expérimental dans le débat sur le temps. Malheureusement, cela ne révèle déjà plus d'un simple raisonnement philosophique. Ces dernières années, des physiciens ont suggéré, à travers des expériences sur des systèmes quantiques, que la direction du temps pourrait déjà émerger au niveau des mesures et des corrélations quantiques. Autrement dit, la flèche du temps apparaît avant même l'entropie macroscopique. En fin de compte, il apparaît clairement que la flèche du temps est le résultat de la façon dont le monde traite l'information. Tout ce qui s'est produit subsiste sous forme de traces dispersées, dans les particules, les champs, les interférences et les empreintes thermiques. Le passé n'est pas conservé en un seul lieu, et il ne nous attend pas pour revenir. Le passé est déjà inscrit dans toute chose. Il est impossible de retourner dans le passé, car le système ne peut probablement pas être rembobiné. Il n'existe aucun mécanisme permettant d'effacer un état déjà enregistré. Il n'existe qu'un mécanisme permettant d'inscrire de nouveaux états. Pour les rêveurs parmi vous, précisons que cette hypothèse est valable pour notre monde et ses règles. Si vous pensez que cet univers est virtuel, alors, dans l'hypothèse où vous pourriez quitter le gameplay pour revenir au menu principal, ce qui est impossible dans ce monde ne le serait pas nécessairement ailleurs. Mais cela relève d'une toute autre histoire. Dans notre monde, il semble bien que voyager vers le passé soit impossible. En revanche, il est possible de se déplacer vers le futur. D'ailleurs, nous le faisons en permanence. Nous sommes tous des voyageurs du temps, avançant vers le futur à raison d'une seconde par seconde. Peut-on aller plus vite ? Oui, c'est possible. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Ainsi, tenter de revenir dans le passé revient à vouloir réécrire des traces dispersées, rassembler des informations éparpillées et annuler des choix déjà effectués. Malheureusement, selon la physique actuelle, cela est considéré comme impossible. La flèche du temps ne punit personne et ne tue personne. Elle rend simplement le passé inaccessible. Giordano Bruno repose en paix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager avec vos amis. Merci de votre attention. À très bientôt. Au revoir.